Dans l'actualité de ce vendredi 24 janvier, les députés ont voté en première lecture la proposition de loi du groupe socialiste sur la vie chère en Outre-mer. Parmi les annonces à retenir, lancement d'un Oudinot du pouvoir d'achat et saisine prochaine de l'autorité de la concurrence. Vous entendrez les échanges entre Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, et le député guyanais Jean-Victor Castor dès le début de ce journal. En justice, passe d'armes autour des comptes de GBH au tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Malgré l'assurance du groupe Bernard Ayotte d'avoir déposé ses comptes, les plaignants estiment que les documents fournis sont insuffisants pour garantir une transparence financière complète. On y revient. Et puis une question au programme, comment adapter les programmes d'histoire et de géographie aux réalités guyanaises? C'est ce que tentent de répondre des enseignants et des chercheurs durant 2 jours de conférences. 3e week-end de carnaval, les danses dans les soirées et les grandes foulées dans les vidées mettent parfois le corps des carnavaliers, danseurs et musiciens à rude épreuve. Alors comment prendre soin de son dos ou encore de ses pieds? Nous avons consulté des spécialistes pour quelques astuces et conseils. En sport, la SC Tours sur les starting blocks pour partir à l'assaut de la Coupe de France. Les Cayennais affronteront en région parisienne l'équipe de Val-de-Seine demain en 16e de finale. Nous avons suivi leur dernier entraînement à Cayenne. Et puis la compétition pour Michi Noza, Mister France Guyane, c'est aussi demain en région parisienne. Il devra défendre les couleurs de la Guyane face à 30 candidats à l'élection Mister France 2025. Vous entendrez ses ambitions à la fin de cette édition. Voici le journal de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale adopte le texte de loi contre la vie chère. Hier, les députés ont voté en faveur de ce texte porté par le groupe socialiste. Le premier article de cette proposition de loi comprend par exemple un renforcement du bouclier qualité-prix, élargit la liste des produits concernés au-delà de l'alimentaire. Parmi les annonces à retenir du gouvernement, le lancement d'un Oudinot du pouvoir d'achat et la saisine prochaine de l'autorité de la concurrence. L'une des origines de la vie chère en Outre-mer, ce sont les monopoles détenus par plusieurs groupes. Lors de son intervention devant les députés, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a enjoint ces groupes, sans les nommer, à être plus transparents sur leurs finances. Il y a des monopoles, et il y a des monopoles massifs sur pratiquement tous les territoires ultramarins. D'ailleurs, beaucoup de ces monopoles disposent aussi d'une certaine manière des fonds publics, des subventions publiques, qui dans toute une série de secteurs de l'économie, de l'agriculture, participent de ce soutien. C'est pour ça qu'il faut une très grande transparence, plus de la liberté d'entreprendre, de la juste concurrence et d'une très grande transparence sur les marges. Donc il ne faut pas avoir peur sur ce sujet-là. Un vœu pieux pour le député Jean-Victor Castor. Il a pris l'exemple de la Sara pour répondre au ministre. L'élu guyanais dénonce l'opacité entretenue selon lui par la société de raffinerie des Antilles-Guyane en citant un rapport de 2022. David Riemann et moi, nous avons mis 2 ans, monsieur le ministre, pour obtenir, en passant par la CADA, les résultats de ce rapport. Que tous les ministres macronistes qui sont passés nous ont fait tourner en rond pour qu'on n'ait pas ce rapport. Parce que les groupes pétroliers ont interdit la diffusion d'un rapport de l'inspection générale des finances. Donc comment vous croire? Dans ce rapport, il est écrit clairement que ces groupes, notamment au travers de la SARA, trafiquent les chiffres, détournent les réalités et notamment que dans les préconisations, il est possible immédiatement de réduire de 15 centimes le coût du carburant dans nos pays. Un sujet préparé par Florian Royer. Nouvelle passe d'armes autour des comptes de GBH, le dossier renvoyé au 13 février. C'est le 3e renvoi pour les assignations dans lesquelles le groupe Bernard Ayotte a été assigné par 5 personnes, dont l'humoriste Dieudonné, pour la publication de ses comptes. Ce nouveau délai devrait permettre la publication des fameux comptes dits consolidés, c'est-à-dire des comptes qui détaillent tous les chiffres des différentes filiales de la holding du groupe. Les comptes consolidés différents des comptes sociaux qui, eux, ne concernent que la société mère. C'est donc cette différence qui fait débat. Il est donc attendu que d'ici le 13 février, les comptes consolidés soient publiés et disponibles. Pour cette 3e audience, maître Philippe Dubois, avocat de GBH, maintient que les demandes ont été entièrement satisfaites. Hier, il demandait que les 2 assignations soient déclarées comme désormais privées d'objet.
Par deux fois, en décembre d'une part et en janvier d'autre part, ce qui a été demandé, c'est-à-dire d'abord les sociaux, puis les consolidés, ont été déposés au greffe avec tout ce qui devait être attesté à cette occasion, récépissé de dépôt, récépissé du caractère complet du dépôt et paiement de toutes les sommes qui doivent être payées à cette occasion-là. Voilà. Ce que je constate, c'est que les deux demandes successives qui nous ont été faites ont été satisfaites à 100%. Dans ces conditions, mon confrère a souhaité plaider l'affaire. Ce qui est sûr, c'est que ce qui nous a demandé, nous y avons déféré par deux fois et en intégralité. Dans le cadre de ces contentieux, il nous était demandé de déposer les comptes sociaux puis consolidés de GBH. C'est ce qui a été fait. Maître Philippe Dubois, avocat de GBH, au micro de Florin au Sud RCI Martinique. Et puis des dépôts de plaintes se poursuivent. Près de 500 personnes se sont manifestées. Lutter contre l'immigration illégale, le cheval de bataille du ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau a déclaré hier vouloir prendre tous les moyens pour réduire l'immigration en France. Le ministre a annoncé la fin de la régularisation massive des sans-papiers en réformant la circulaire Valls. Une nouvelle directive appelle les préfets à réduire les régularisations pour freiner l'immigration illégale en précisant que le droit à la régularisation n'est pas automatique. Une prochaine circulaire sur les naturalisations est également prévue avec un accent sur l'assimilation des valeurs républicaines françaises. Il a également annoncé une intensification des contrôles sur les pirogues du Maroni, incluant l'utilisation de drones pour surveiller les accostages des bateaux. Dans le reste de l'actualité, homicide à Kourou la nuit dernière vers minuit. Un trentenaire a été abattu par arme à feu au village Saramaka, connu par la justice pour vol et violence. La victime est décédée sur place. Le drame a entraîné des tensions dans le quartier, affrontements et jets de pierre sur les gendarmes. Un véhicule a été incendié. Les troubles ont duré jusqu'à 3 heures du matin. L'enquête est menée par la section de recherche de Cayenne et la brigade de Kourou. Et puis 2 individus interpellés pour vol à main armée et tentative de meurtre. Ça s'est passé mardi. Les policiers de la BAC ont réalisé 2 interpellations à Cayenne. Les individus arrêtés faisaient l'objet de fiches de recherche émises par les autorités. Le premier suspect a été appréhendé en raison de son implication présumée dans une tentative de meurtre. Le second, arrêté également à Cayenne, était recherché par la gendarmerie pour un vol à main armée perpétré à Rémière-Montjoly. Les 2 suspects ont été placés en garde à vue. En santé, l'Institut Pasteur investit dans la recherche sur les maladies tropicales. L'Institut Pasteur investit 90 millions d'euros dans un nouveau centre de recherche sur les infections liées au climat et à l'environnement prévu pour 2028 à Paris. Ce centre étudiera des maladies telles que le Zika, la dengue et le paludisme dont la propagation est favorisée par le réchauffement climatique, la déforestation et l'urbanisation. L'objectif est de comprendre les mécanismes de transmission par les moustiques et de dresser des cartes de risque pour mieux cibler la lutte contre ces maladies. Et puis l'épidémie de grippe progresse en Guyane avec une hausse des consultations et des passages aux urgences. Les hôpitaux de Cayenne et de l'Ouest guyanais ont recensé 132 passages aux urgences contre 46 sur les 2 dernières semaines. Les autorités sanitaires appellent donc à la vigilance et rappellent l'importance des gestes barrières et de la vaccination. Comment adapter les programmes d'histoire et de géographie aux réalités guyanaises? C'est une vieille question puisque les premières réflexions pour adapter les programmes à la Guyane remontent au début du XXe siècle. Malgré les initiatives de certains professeurs, force est de constater qu'encore aujourd'hui, l'histoire et la géographie locale ne sont pas assez enseignées au plus grand nombre, raison pour laquelle depuis hier, des journées d'études réunissent des enseignants, des chercheurs, des inspecteurs de l'éducation nationale. Objectif, sortir du schéma qui laisse l'enseignement de ces 2 matières à des initiatives individuelles. C'est l'historien Jean Moumou qui est à l'origine de cette réflexion. Pour arriver à changer les choses, il faudra, dit-il, former les enseignants et proposer de nouvelles thématiques. L'histoire du territoire qui était transmise par le biais de la mémoire, les familles, etc. Aujourd'hui, cette transmission est remplacée par les outils du numérique, par les réseaux sociaux. Et souvent, c'est pas la meilleure façon de transmettre l'histoire d'un pays ou la géographie d'un espace. Donc, tous ces éléments-là nous ont poussé à dire, mais écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose pour rediscuter et peut-être pour relancer la dynamique.
et trouver de nouvelles thématiques d'enseignement en accord avec le grand intitulé du programme. Prenons un exemple. La France à l'âge industriel. On demande à adapter. Mais quand on adapte en Guyane, c'est Saint-Élie, par exemple. Oui, mais l'exemple Saint-Élie, mais sur le Maroni, les orpailleurs étaient là-bas. C'est grâce à cette activité aurifère que, par exemple, les Bouchinengues vont jouer un rôle dans le canotage, parce que transporter les orpailleurs de Saint-Laurent jusqu'au Maroni. Eh bien, les populations créoles s'installent en amont des fleuves. Mais c'est intéressant de faire cette relation entre activité aurifère et canotage au niveau de l'espace Maroni, y compris l'Oyapock. Jean Moumou, enseignant-chercheur en histoire, il répondait à Victor Zamit. Son interview complète est à retrouver sur les plateformes de streaming de Radio Pays. Des Guyanais reçoivent diverses décorations. Serge Smock, maire de Matoury et président de la communauté d'agglomération du Centre Littoral, a reçu la médaille nationale de l'Ordre du Mérite. Cette distinction reconnaît son engagement au service du territoire et de ses habitants. Et puis Ruby Yeroud et Sylvain Mangény, eux, sont élevés au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Ruby Yeroud, après 45 années de service en tant que secrétaire générale adjointe de l'Académie de Guyane, est distinguée pour son engagement au service de l'éducation. Sylvain Mangény, lui, est sapeur-pompier depuis près de 40 ans et directeur de plusieurs services d'incendie de secours, est également récompensé pour son professionnalisme. En ce troisième week-end de carnaval, on s'intéresse à la santé physique des carnavaliers car pendant les festivités, beaucoup de parties de leur corps sont sollicitées comme les pieds, les jambes et le dos. Danseurs et musiciens peuvent parfois avoir des douleurs, notamment au niveau des talons, de la plante des pieds, des chevilles, des genoux, encore dans le bas du dos. Quentin Savoyen est masseur kiné sur l'île de Cayenne. Il privilégie la récupération, la préparation du corps à l'effort et des massages relaxants des muscles très sollicités. Sur des douleurs aiguës comme la période du carnaval, oui, ça va être principalement des exercices de relaxation musculaire, levée de tension, etc. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est essayer de prévenir ces douleurs en amont. C'est vrai que c'est le surmenage souvent qui va entraîner des douleurs peut-être type inflammatoire ou autre. Certains ont déjà des terrains particuliers, ils sont déjà sujets à ce type de douleurs le reste du temps, et là c'est vrai qu'avec les heures de danse prolongées, ces douleurs peuvent être exacerbées, donc surtout le repos et une bonne hydratation, j'entends bien entendu de l'eau. C'est vrai que passer de la sédentarité à danser pendant des heures comme ça sur une période de plusieurs semaines, c'est sûr que si le corps n'est pas habitué ou préparé en amont, ça peut engendrer des douleurs. Après un week-end de danse, ça peut être intéressant de se faire une petite séance de massage relaxation pour récupérer. Les conseils pour nos carnavaliers de Quentin Savoyen, masseur kinésithérapeute. En sport, en basket, l'ASC Tours joue en Coupe de France en région parisienne. Les Cayennais vont affronter l'équipe de Val-de-Seine, pensionnaire de National 2 dans les Hauts-de-Seine, actuellement premier de leur poule en championnat. Pour rappel, l'ASC Tours a remporté la Coupe Guy Margois le mois dernier au Proct de Matoury pour se hisser à ce niveau de la compétition. Les Guyanais ont pris l'avion mardi soir. Ils ont effectué leur dernier entraînement à Cayenne dans leur salle au hall Barigard lundi soir avant leur départ vers l'Hexagone. Étienne Cornec a assisté à cette séance. Dribble, passe, shoot. Les basketteurs de l'ASC Tours se mettent en condition avant de jouer leur 16e de finale de Coupe de France. Entouré en cercle par ses joueurs au centre du terrain, l'entraîneur adjoint Richard Auguste donne le programme de l'entraînement et distille des conseils tactiques. Selon lui, ils devront mettre beaucoup d'intensité pour avoir une chance de battre l'équipe de Val-de-Seine. On a une défense un peu agressive. C'est une très grosse équipe, une très grosse écurie. Ils sont premiers. Ils ont de très bons shooters à 3 points. Ça joue tranquille. On a pu aussi visionner un petit peu ce qui se faisait à l'Hexagone actuellement. On a pris en compte tous ces paramètres. Et puis nous, dans notre travail, on va pouvoir mettre un petit peu d'ingrédients pour essayer de remporter ce match. Certains joueurs de l'effectif n'ont jamais eu la chance de jouer un match de basket dans l'Hexagone. C'est le cas de Brian De Oliveira. Le jeune meneur de jeu âgé de 18 ans est plus motivé que jamais. Ça sera une belle expérience et je suis prêt pour les affronter. Je me mets en mode guerrier et je vais à la guerre. On est une équipe avant tout et voilà. Kylian Bienvenu, lui, a déjà l'expérience de la France pour avoir joué dans un club là-bas pendant 1 an. Le pivot de l'ASC Tours veut représenter dignement la Guyane, mais il ne faudra pas faire d'erreur pour être
être à la hauteur. C'est de la bonne pression en fait, on va dire. Donc on n'a pas peur et on va là-bas pour se battre. On va pas changer les objectifs et c'est comme ça, on va se battre pour la Guyane. Ça commence par une bonne intensité physique, il faudra beaucoup de courses. Il faudra aussi beaucoup de concentration par rapport au fait qu'on doit mettre nos lancers francs, nos rebonds en seconde chance. Et voilà, ça va aller tout seul. Ils n'auront rien à perdre, affirme le président et capitaine Frédéric Egalji. C'est un bonus pour nous. On sait très bien qu'il faudra mouiller le maillot. Ce sera pas facile, mais l'idée c'est de pouvoir se confronter à des équipes qui sont, je dirais, semi-pro. Et quand on vient d'un niveau amateur, en général, on a cette motivation en plus qui fait qu'on arrive à se transcender et à essayer d'accrocher les meilleurs ou mieux préparés que nous. À la tour, on est des gagnants. On joue pour donner le max, bien sûr, pour rapporter la victoire, mais c'est vraiment un bonus qui nous permettra de nous évaluer et de voir ce qu'on peut apporter pour la suite de notre championnat. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 16h heure de Guyane ce samedi 25 janvier. Un reportage signé Étienne Cornec et puis Jean-Marc Pham vous fera vivre en direct ce match samedi et ce sera sur la page Facebook de Radio Pays à partir de 16h. Lui aussi aura besoin de vos encouragements. Michi Noza, Mister France Guyane 2024, élu au Zéphyr à Cayenne en novembre dernier, représentera demain notre territoire lors de l'élection Mister France 2025 à Rueil-Malmaison. Un concours dans lequel le jeune homme de 24 ans originaire de Macouria a des chances de briller face aux 30 candidats régionaux. Avant son départ vers l'Hexagone, Michi Noza est passé sur Radio Pays dans Allo Malik pour nous livrer ses ambitions. À Paris, mes ambitions, c'est remporter l'écharpe suprême, Mister France, la ramener à la maison, comme on dit, ramener la coupe à la maison. Et également, deuxièmement, c'est aussi montrer que la Guyane est présente. Elle est présente, je ne dis pas, je sais que les Mister de l'an passé, ils l'ont fait, mais le top du top, c'est de montrer que la Guyane est présente, et qu'on peut l'atteindre. Que c'est, la Guyane, c'est tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas une seule nation, puisqu'on prend, je prends le cas, je prends le cas de toutes les cultures qui sont en Guyane, la culture haïtienne, la culture guyanaise, brésilienne, il y en a plein d'autres. Donc en gros, c'est ce mélange, c'est cette mixité que je compte apporter là-bas. Ouais. Et si vous voulez soutenir le candidat guyanais, le numéro 12, Michi Noza, vous pouvez voter depuis la Guyane en envoyant MF12 par SMS au 97 777 et depuis la France hexagonale au 71 415. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. L'info au pays continue sur vos réseaux.